Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je me tourne parce que j'ai beaucoup de gens ici, derrière moi, et merci de nous avoir rejoints pour cette première conférence de la matinée. Vous le savez, on va plonger dans cette ville de demain qui est peut-être déjà pas mal celle d'aujourd'hui en réalité. Est-ce qu'elle sera électrique, connectée, intelligente? C'est en tout cas, j'imagine, messieurs, dames, ce que vous souhaitez également. On va essayer surtout de comprendre comment l'ensemble des acteurs de la filière opèrent ces changements déjà aujourd'hui. Vous aurez évidemment la possibilité d'adresser vos questions à nos invités en fin de session. Un micro circulera dans la salle, donc n'hésitez pas à lever la main, à attirer notre attention pour que nous puissions vous entendre toutes et tous au moment de ces questions, bien évidemment. Je vais vous présenter nos invités ce matin. Caroline Gatineau, vous êtes directrice commerciale Buildings France Benelux et Maghreb pour Siemens Smart Infrastructure. Édouard Arkwright, vous êtes directeur général d'Altarea. Ludovic Coutan, directeur Advenir pour l'Aver France. Sébastien Ilouz, responsable du pôle efficacité énergétique pour la Caisse des dépôts. Et Grégoire Morino, directeur stratégie ESG et achat pour Rexel France. Alors, comme on a la chance, encore une fois, d'avoir autour de la table chaque acteur qui a une perspective très particulière sur l'ensemble de la filière qui constitue la ville de demain, je voudrais qu'on réinterroge ce terme qui a longtemps fait foi et peut-être aujourd'hui est un peu désuet, de smart city, de ville intelligente. Aujourd'hui, en 2025, une ville intelligente, finalement, c'est quoi? C'est une ville qui est riche de ces données, qui sait mailler ce dialogue avec celles et ceux qui en sont ses usagers, ses citoyens. C'est quoi avant tout pour vous, Caroline? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour moi, la ville intelligente, elle met la technologie au service de la vie du citoyen, du bâtiment, des entreprises, des infrastructures et des opérateurs. Aujourd'hui, on prend l'exemple d'un bâtiment. C'est plus une simple structure figée. Un bâtiment, maintenant, c'est un réel acteur. Il produit, il consomme et il interagit dans son écosystème. Donc ça, c'est un point très important. Donc pour moi, la ville, elle doit dialoguer. Elle doit être au service en fait, du système entre le bâtiment et soit l'habitant, soit l'occupant. Et ce qui fait sens pour moi aujourd'hui de la ville, c'est qu'elle doit être inclusive, durable et surtout très important, adaptable. Ça veut dire quoi, Edouard, pour vous et pour Altarea, que cette ville intelligente, c'est un hub quelque part qui permet d'interconnecter l'ensemble de ces sujets? Bien, bonjour à tous. Donc, Altarea, c'est un groupe immobilier qui est présent sur tous les métiers. Il y a 15 ans, j'avais participé à une table ronde du même genre de celle d'aujourd'hui et la ville intelligente, on ne l'aurait pas définie pareil qu'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit modeste dans la définition qu'on peut apporter. Ma première réponse, c'est que la ville intelligente, c'est d'abord l'intelligence de ceux qui la font. Donc, avant de parler techno, avant de parler bâtiment, avant de parler... Voilà, je sais qu'on est dans un salon professionnel avec des gens qui sont experts de tout cela. C'est d'abord l'intelligence de ceux qui le font. Donc, la ville intelligente, elle a été pensée par des gens qui l'ont pensée globalement, qui l'ont pensée dans tous ses usages, logement, commerce, loisirs. Rappelez-vous les fonctions de la ville chères aux grands théoriciens, les 4 fonctions de la ville, qui a intégré la question de l'infrastructure et qui, à la fin, a réussi à les faire dialoguer ensemble. Et c'est là qu'on va reprendre la réponse de ma voisine, mais je pense qu'il faut qu'on revienne à l'étape d'avant, et c'est pas quand on est capable de la concevoir de cette manière-là que la ville peut devenir la ville intelligente que nous souhaitons tous dans ce hall. Donc revenir évidemment au sens, au pourquoi on fait cette ville. Je me tourne vers mon docteur S-Mobilité autour de cette table, c'est vous bien évidemment Ludovic. Pour vous, cette ville intelligente, elle se définit comment? Par sa capacité à interconnecter ces mobilités? Tout marche. Ah, c'est bon. Donc, oui, bonjour. Donc, Ludovic Coutan de l'Aver France. Donc, on est l'association de référence sur les sujets mobilité électrique en France. Donc, nous, on a un prisme sur la ville intelligente qui est celui de la mobilité et des transports et principalement, on va dire, le véhicule particulier. Donc, très clairement, voilà, la transition est en marche vers l'électrification des flottes. On aura probablement l'occasion d'y revenir un peu plus en détail par la suite. Voilà, cette nouvelle mobilité, elle nécessite une nouvelle infrastructure qui est par naissance intelligente,
connectée et l'ensemble des services liés à cette infrastructure et aux nouveaux véhicules sont connectés. Donc oui, on est bel et bien pour le monde des transports et de la mobilité dans une ville intelligente qui est déjà existante, présente et qui continuera à se renforcer avec des nouveaux usages, des nouvelles applications. Donc effectivement, il y a 15 ans, on y était peut-être un petit peu moins. Pour ceux qui sont dans la salle, aujourd'hui, il y a en circulation un peu plus de 2,4 millions de véhicules électrifiés en France. En 2010, il y en avait quelques centaines. Donc ça vous donne un petit peu l'ambiance. Et effectivement, il y a 15 ans, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes échanges qu'on a aujourd'hui en vue des dynamiques qui sont aujourd'hui en jeu. Ça veut dire quoi, Sébastien, que finalement, encore une fois, on est sorti de cette fantasmagorie ultra technologisée de cette smart city où on avait plein de surcouches de techno qui étaient un peu fascinantes et même écrasantes pour les citoyens, les citoyennes usagers qui l'utilisent. Aujourd'hui, on a une ville qui est à dimension humaine finalement, malgré sa technologie. Alors, avant de vous répondre, peut-être pour comprendre le point de vue de l'interlocuteur que je suis, expliquer un petit peu ce qu'est la Banque des Territoires. Donc, c'est un des 4 métiers de la Caisse des dépôts qui est tourné vraiment vers les territoires, comme son nom l'indique, vers les sujets de transition écologique et de cohésion sociale. Et donc, on intervient sur l'ensemble des territoires. On a actuellement plus de 12 milliards d'euros d'investissement dans les territoires, plus de 1300 lignes de projets d'investissement sur des sujets de numérique, sur des sujets de bornes de recharge de véhicules électriques, de rénovation énergétique de bâtiments, de réseaux de chaleur. Donc on participe à l'ensemble de ces projets, mais à notre place en tant que financeur et en tant qu'investisseur. Et en travaillant un petit peu le sujet, ça m'a fait sourire parce que j'ai retrouvé en 2016 un mémoire qu'on avait écrit avec des associations d'élus. C'était Smart City versus Stupid Village. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, effectivement, ces caricatures, il faut effectivement repartir des choses beaucoup plus pragmatiques, se dire que ce progrès, il est valable et partagé que si, effectivement, il rejoint l'intérêt général et que cette Smart City, ça peut être aussi des Smart Villages, des villages intelligents de taille moyenne, et donc effectivement c'est l'ensemble de la population et pas uniquement les urbains, même si on est de plus en plus urbains, qui doivent être intégrés là-dedans, parce que si on veut ensuite pouvoir relever les défis de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté numérique, de la souveraineté industrielle, on aura besoin de l'ensemble des territoires, pas que des villes. Ça veut dire quoi, en l'occurrence, Grégoire, quand j'entends Sébastien, que c'est avant tout une question d'aménagement du territoire, de velléité aussi de faire que l'ensemble de ces villes, de ces villages, de ces métropoles françaises, elles bénéficient de la même, encore une fois, intelligence tech, électrique, mais aussi humaine? Alors, je pense qu'effectivement, le sujet principal de la ville d'aujourd'hui, puisque la ville de demain, la Smart City, en réalité, c'est surtout la ville d'aujourd'hui, c'est une question d'écosystème, avant une question d'aménagement, avant une question de compétences. Les compétences ne sont pas l'apanage des grandes villes. Aujourd'hui, nous, on constate que finalement, les vrais acteurs de l'évolution de la ville, c'est l'écosystème local d'installateurs, d'industriels, d'acteurs publics qui font en fait aujourd'hui ça possible dans des grandes villes, dans des villes de taille moyenne, dans des petites villes. Je prends pour exemple, on a un beau projet qu'on a accompagné avec Cherexel sur la commune de Béthune, où en l'occurrence on a réussi aujourd'hui dans les espaces industriels et commerciaux de la ville de Béthune, avec la communauté de communes, à travailler sur plusieurs centaines d'emplacements déjà avec des sols artificialisés, à positionner les emplacements qui sont éligibles à des ombrières photovoltaïques, qui va permettre la décarbonation de la génération d'énergie, qui va permettre les autoconsommations et de fait de transformer le confort de vie, la qualité d'air au niveau de la commune. Et là, en l'occurrence, on l'a fait avec des industriels locaux, on l'a fait avec des installateurs locaux, et finalement, on voit bien que les écosystèmes aujourd'hui, la compétence, elle est accessible à tous, dans n'importe quelle taille d'agglomération. Et je pense que vraiment ce qu'il faut se garder en tête, c'est ça, et c'est un petit peu finalement ce que tout le monde a pu partager,
c'est qu'on est déjà aujourd'hui dans cette ville intelligente et que la force de nos villes intelligentes, c'est les compétences qu'on va pouvoir continuer à alimenter et accompagner des écosystèmes locaux. Et on va revenir sur ces questions de compétences qui sont absolument centrales. On va le voir avec vous tous ici tout au long de cette discussion. Mais voilà, pour mettre tout le monde d'accord, je vais citer un ingénieur, c'est pas moi, hein, c'est Philippe Biwix, qui est dans la droite lignée de ce qu'on est en train de se dire là et qui déclare que 80% de la ville de 2050 est déjà sous nos yeux. Ça veut dire quoi? Qu'il faut aller chercher les 20% qui restent. Et quels sont ces 20%? Caroline, est-ce que vous, dans votre pratique, vous vous dites, OK, aujourd'hui, la réglementation qui est en place pour nous, acteurs de cette filière et de cette ville de demain, elle prend en compte ce constat. Elle prend en compte le fait que l'existant est déjà là et que c'est sur cet existant qu'il faut construire. Tout à fait. Les bâtiments existants sont au cœur de la politique énergétique. On prend le décret BAX qui impose l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle dans les bâtiments tertiaires depuis 2025. On a le décret tertiaire qui aujourd'hui exige que les propriétaires et les occupants puissent en fait réduire leur consommation de 40% d'ici 2030 et 60% d'ici 2050. Donc le cadre, il est donné. Donc on donne ce cadre aujourd'hui. Maintenant, il y a des textes. Et quelles sont les actions concrètes aujourd'hui qu'on met en place pour accompagner la filière? Et là, c'est le devoir aussi de Siemens de pouvoir en fait familiariser ces réglementations à travers des solutions pour en fait cet écosystème. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ces réglementations sont des opportunités de performance et de durabilité. Et c'est vraiment ça qu'aujourd'hui qu'on essaye de faire apprendre à la filière, c'est vraiment des opportunités. Et là où la ville de demain sera une réussite, c'est quand toute la filière pourra intégrer en fait dans son écosystème l'installateur, la partie bureau d'études, l'usager dans ce cadre-là. Et grâce à quoi? Donc là, c'est toutes les personnes qui sont autour de la table vont pouvoir en fait être acteurs. C'est de se dire, on a les technologies, on a aujourd'hui les solutions. Maintenant, il faut qu'on monte en compétence toute la filière pour pouvoir en fait proposer les meilleures actions sur la partie efficacité énergétique. Et cette montée en compétence, Edouard, c'est quelque chose que vous défendez aussi chez Altarea, puisque pour vous, construire et aller vers plus de performance énergétique pour cette ville de demain, c'est aussi se dire qu'il faut réfléchir en cross-complémentarité, ou c'est des mots un petit peu compliqués qu'on va essayer de définir là, mais c'est de la cross-expertise. C'est comment est-ce qu'on peut, là aussi, interfacer la compétence de chacun pour pouvoir mailler, imaginer, construire cette efficacité-là. Bon, alors on va essayer d'être concret 2 secondes, parce que cross-expertise de fertilisation... C'était compliqué, voilà. J'avoue. Donc là, on est porte de Versailles. Vous allez vers 2 portes plus loin. Vous avez un immeuble qui s'appelle un immeuble Osta, qui est une résidence étudiante construite avec une architecture en bois qui est invisible. Je préfère vous le dire tout de suite, puisque ce qui est visible, ce sont des parements en métal. Donc c'est un immeuble en bois dont seulement le métal est visible. Qu'est-ce qui est intéressant dans cet immeuble, c'est qu'en fait, il a été construit sur le périphérique dans le cadre de Réinventer Paris. C'est un immeuble dont la structure en bois a permis de le construire à cet endroit-là. Il n'aurait pas été en structure en bois, on n'aurait pas réussi à le faire. Et donc, ça amuse et ça intéresse beaucoup et c'est une source de fierté pour tout le monde que d'avoir été capable de construire cet immeuble. Tout ça, c'est très intéressant, mais on se fait plaisir à nous-mêmes autour de cette table en se disant ça, ou en tout cas ceux qui y ont participé. Ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est de se dire qu'est-ce que cet immeuble a apporté aux clients ou à la ville. Il a apporté à la ville de faire une jonction au-dessus du périphérique entre 2 endroits qui ne se parlaient pas, qui est la ville de Paris et son voisin, en l'occurrence Vanves. C'est le fait d'apporter à ceux qui y vivront, en l'occurrence des étudiants, un confort de vie, un confort thermique, une performance énergétique, un gain sur leur facture d'électricité, soyons concrets. C'est ce qui permet à l'opérateur social qui gère, qui est en l'occurrence un des acteurs de la RIVP, qui gère cette résidence étudiante, de pouvoir proposer ce service à des étudiants qui auraient été un peu exclus du marché, je mets des euphémismes, du marché du logement de cette partie-là de Paris, et qui vont pouvoir s'y loger. Donc, on va tirer le fil depuis le bois et la performance énergétique de ce bâtiment a permis de le construire. Là, on est heureux autour de cette table, mais en fait, on va beaucoup plus loin. Voilà ce que ça a permis de faire pour le client, pour l'habitant, pour la cité, pour les élus, sans prendre des grands mots. Je prends cet exemple. Vous pouvez aller de l'autre côté, ici les Moulineaux, devant la mairie, ici cœur de ville, avec un réseau de chaleur. Voilà, je ne vais pas vous
les multiplier, juste pour dire que plutôt que de parler de cross-fertilisation, de cross-compétences, on a mis autour de la table tous les gens qui sont dans cette salle, mais à la fin, on le fait pour un client. Et c'est ce client auquel on doit penser. Si on se dit, je fais du bois pour le principe de faire du bois, je fais de l'électricité pour le principe de faire de l'électricité, je suis passé à côté du sujet. Je le fais parce que ça apporte à mon client. Si je ne suis pas capable de le dire, ça ne sert à rien d'être là. Ça veut dire quoi quand on entend Édouard Grégoire? Je vous regarde votre victime désignée sur cette question parce que l'électrification, ce n'est pas une fin en soi. Encore une fois, il faut revenir au pourquoi. Il faut revenir aussi au fait de se dire que ça fait sens à la fois pour celles et ceux qui vont vivre dans ces bâtiments, mais aussi pour celles et ceux qui vont les financer, notamment via les élus, via la Banque des Territoires, et celles et ceux qui vont les électrifier, via vous, en réalité. Oui, absolument. Alors, pour reprendre exactement ce que disait Édouard, l'électrification, c'est pas une fin en soi, et de toute façon, aujourd'hui, c'est plus un débat. On a mené récemment avec Opinionway une étude dans laquelle on a eu en fait un retour comme quoi plus de 75% des Français reconnaissent la nécessité de l'électrification. Ils sont même 93% à y reconnaître au moins dans l'électrification au moins un bénéfice. La qualité de l'air, le confort de vie, etc. Donc il n'y a plus de sujet sur est-ce que c'est nécessaire. Tout le monde considère que c'est une nécessité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça reste quelque chose qui n'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Et c'est là où effectivement on a un besoin de travailler en écosystème. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on l'a vu depuis 5 ans, la démultiplication des nouvelles technologies et des nouvelles réglementations autour de l'électrification, c'est énorme. Il y a 5 ans, on n'avait pas de BGS, on n'avait pas de loi Bax, on n'avait pas de loi LOM, on n'avait pas de loi climat et résilience. Il y a 5 ans, on en parlait tout à l'heure, il y a 5 ans, on n'était pas tous électrifiés au niveau de nos véhicules. On ne savait pas qu'il fallait impérativement remplacer sa chaudière à fioul par une pompe à chaleur. Et donc, on a eu une évolution dans les 5 dernières années qui est énorme. Et aujourd'hui, si l'éclairage LED, si les pompes à chaleur, si les bornes de recharge, si le photovoltaïque sont devenus ou sont en train de devenir des choses qui sont plus communes ou plus connues, on arrive avec d'autres nouvelles technologies sur des systèmes de management du bâtiment, des systèmes de management de l'énergie, de la digitalisation et de l'intelligence artificielle dans ces systèmes-là. Donc on voit qu'on est dans une filière d'évolution constante autour de la technologie et avec une bardée de réglementation qui est extrêmement complexe à assimiler. Et un des éléments de l'enquête qu'on a menée, et les contacts qu'on a quotidiennement avec nos clients installateurs nous le confirment, ils sont plus de 80% à avoir des difficultés à commercialiser ces solutions d'électrification, non pas parce qu'ils ne maîtrisent pas les compétences techniques, mais parce qu'ils nous disent on ne sait pas vers qui se tourner pour pouvoir assimiler les nouvelles normes, les nouvelles règles, les nouvelles aides, les nouvelles subventions, qui en plus changent tous les 4 mois. Ce n'est pas l'actuel du moment qui va le contredire. Donc, mais est-ce que ça veut dire que vous pouvez être ce traducteur des normes, des lois, des régulations qui changent? Bien sûr. Alors c'est effectivement nous à notre niveau ce qu'on essaye de faire côté Rexel, de pouvoir accompagner avec nos partenaires offreurs de solutions, avec nos clients installateurs, intégrateurs, de pouvoir accompagner aussi vis-à-vis du client final toute cette démarche. Donc là en l'occurrence nous c'est une démarche qu'on a mis en place depuis maintenant près de 2 ans qu'on a baptisé Open pour optimisation du pilotage énergétique et de la performance énergétique, où justement ce qu'on essaye c'est d'accompagner nos clients sur les obligations qu'ils ont en termes de client final, sur l'appropriation des technologies et des nouvelles réglementations au niveau des installateurs, sur les innovations à amener sur le marché auprès des partenaires offreurs de solutions. Et encore une fois, si on parle de bons exemples concrets, je citais tout à l'heure Béthune, mais sur la commune d'Agneaux, on a pu voir que finalement, avec 3000 points lumineux qu'on passait en LED, c'est 40% d'économie d'énergie qu'on apportait à la commune. Sur une autre commune comme la commune de Lons, il y avait tout un diagnostic énergétique qui avait été fait sur les complexes sportifs de la ville. Et en transformant les systèmes de chauffage et en mettant des systèmes de pilotage sur ces systèmes de chauffage, on a apporté 25% d'optimisation d'énergie. Donc les solutions technologiques, elles existent. Les compétences, elles arrivent, ou en tout cas elles évoluent. Le sujet, c'est vraiment de pouvoir accompagner toute la filière de façon très pragmatique et puis en simplifiant les choses au plus possible. Et encore une fois, on voit que c'est largement possible. Encore faut-il pouvoir bien trouver les bons acteurs locaux
qui permettent de rendre ça tout ça possible. Et c'est tout l'enjeu, justement. Mais quand je vous écoute, là aussi, on a des chiffres, et ça, c'est important. Ça veut dire que ce changement, cette électrification, ce plus d'intelligence, ce plus de connexion, il est mesurable et il est mesuré aujourd'hui en 2025. On prenait l'exemple de la mobilité électrique tout à l'heure avec vous, évidemment, Ludovic. 2,4 millions aujourd'hui de véhicules électriques en circulation. Ça veut dire quoi également? Que là aussi, quand ça fait sens, forcément, l'usage est là et les usagers répondent présents. Ça veut dire aussi que dans ces villes connectées, dans ces bâtiments intelligents, il faut penser à l'ensemble de ce qui va venir s'y interfacer, à l'ensemble des besoins qu'on va déployer. Alors, oui, effectivement. Donc, je vous confirme bien que la transition vers la mobilité électrifiée et intelligente, elle est en marche. Je vous le disais tout à l'heure, donc l'AVER France publie mensuellement un baromètre des immatriculations. À fin septembre, nous étions à environ 2,4 millions de véhicules électrifiés en circulation en France. Et on a franchi une étape assez symbolique en septembre, puisque le véhicule 100% électrique représente environ 20% des parts de marché et a dépassé pour la première fois les ventes de véhicules essence, après avoir dépassé le volume, les parts de marché des véhicules diesel en juin 2023. Donc qu'est-ce qu'on voit? Le véhicule 100% thermique, très clairement, les consommateurs s'en détournent majoritairement. Le 100% électrique continue sa progression. Voilà, il y a eu quelques phénomènes en 2024 et 2025 avec des évolutions sur les bonus qui ont eu un effet, finalement, non pas de ralentissement, mais de stagnation dans les volumes de vente. Néanmoins, la tendance, elle est là, elle est à la progression. Et effectivement, pour l'instant, la majorité du marché se tourne vers des véhicules hybrides ou hybrides rechargeables, puisqu'ils sont vus comme plus rassurants. 2,4 millions de véhicules, c'est beaucoup, et en même temps, c'est environ 5% du parc. Donc il y a encore 95% de la population à convaincre de passer à l'électrique. Donc c'est bien de se congratuler, on a passé des caps importants, néanmoins il faut continuer à convaincre. Ok, on ne se congratulera plus, promis. Voilà. Moi je voudrais quand même donner quelques clés, parce que je sais qu'ici on a un public qui est plutôt réceptif à l'électrification de la mobilité, néanmoins le grand public ne l'est pas toujours autant. C'est pas facile, on touche aux habitudes. On touche à la liberté de se mouvoir, on touche aux congés, aux vacances, on touche à toutes ces choses-là et on peut être plus ou moins craintif. Moi, j'aimerais bien rappeler quand même quelques grandes dynamiques qui font que ce changement, il est vertueux. Donc le premier, c'est une évolution qui est vertueuse pour la souveraineté énergétique, parce qu'on va substituer des consommations d'hydrocarbures importés par des consommations d'électricité produites de manière souveraine. Rappelons que chaque année, et c'était le chiffre en 2024, c'est 55 milliards d'euros qui sont dépensés en France pour l'importation d'hydrocarbures, principalement utilisés pour se déplacer et se mouvoir. Donc la transition vers la mobilité électrique, c'est une transition de souveraineté. C'est aussi vertueux pour le porte-monnaie. Alors oui, il y a le surcoût à l'achat. Néanmoins, maintenant, il est quand même largement atténué avec des aides qui peuvent aller jusqu'à 7 000 euros et progressivement, avec les économies d'échelle et les améliorations des technologies des batteries, ce surcoût à l'achat, il va se réduire et surtout à l'usage, il y a des vraies économies. Nous, on estime qu'un Français moyen peut économiser 1 400 euros par an en passant à l'électrique. 700 euros sur ses consommations de carburant. Pour un Français moyen, donc 12 000 km parcourus par an, vous prenez un prix pour 100 km parcourus à 3 euros qui correspond à une recharge à la maison. Vous le comparez sur du thermique, on est plus sur du 9 à 12 euros pour 100 km parcourus. Vous obtenez cette économie. Et en plus, il y aura aussi des économies sur l'entretien qu'on estime à 500 euros par an, puisque dans le véhicule électrique, vous n'avez plus que 200 pièces d'usure contre 1 400 pour le véhicule thermique. Donc c'est bon pour le porte-monnaie. Encore un autre argument, c'est vertueux pour l'environnement. Aujourd'hui, il y a quand même une convergence de la littérature scientifique qui nous dit que le véhicule électrique, c'est 2 à 5 fois moins d'émissions de CO2 en moins par kilomètre parcouru. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Et dernier point, c'est aussi une opportunité de réindustrialisation.
Voilà. En France, par exemple, on a 5 projets de Gigafactory qui sont très avancés, dont 2 qui produisent aujourd'hui des batteries. On a eu la chance d'aller en visiter un il y a quelques semaines à Douai, qui produit déjà les batteries qui équipent notamment les Renault 5 et les Renault 4, qui emploient 1000 personnes et qui font de la production locale de batteries. Donc il y a vraiment de multiples enjeux qui nous poussent à aller vers cette transition, mais il faut encore faire de la pédagogie et convaincre, parce que tout le monde n'est pas convaincu. Vous parliez tout à l'heure des fabricants et des installateurs, ils ont un rôle clé à jouer là-dedans, évidemment, en s'assurant que la recharge se fait de manière simplifiée, que les infrastructures sont à la hauteur des attentes des utilisateurs. Ce que l'on ne veut pas, c'est créer des situations de déception qui pourraient être dommageables pour l'ensemble des dynamiques. En tout cas, la transition, elle est là. Maintenant, il nous faut encore l'amplifier. Donc, ce que j'entends, c'est que quand on fait une promesse, on doit s'y tenir. Exactement. Moi, je fais une promesse à Sébastien, en l'occurrence, Ilouz. Justement, vous réexpliquez, Sébastien, tout le rôle que la Caisse des dépôts joue de façon cruciale avec la Banque des territoires pour pouvoir flécher les investissements des élus. Et là aussi, quand on flèche ces investissements-là sur cette ville, allez, d'aujourd'hui, on ne va plus dire de demain, il faut aussi penser à l'ensemble de l'écosystème d'infrastructures sur lequel on s'appuie. Évidemment, je parle de l'eau, je parle de l'électricité, je parle aussi du chauffage. C'est essentiel de leur faire prendre conscience qu'il y a cet existant-là pour pouvoir monter des projets de rénovation énergétique vraiment efficaces. On l'a dit au début, 80% de la ville, elle est déjà présente. Donc l'enjeu, le vrai enjeu, c'est pas le flux, c'est pas les nouveaux bâtiments qu'on va créer maintenant, même si c'est intéressant intellectuellement et que ça nous permet de pousser plus loin l'innovation. Le vrai enjeu, c'est comment on va transformer le stock. Ce stock qui est déjà là, qui doit être adapté, parce que économiquement, ça a quand même un coût. 2, parce que refaire à zéro, tout détruire, alors commencer, ça a un coût carbone, là pour le coup. Et puis, 3, c'est pas du tout les mêmes rapidités, c'est pas du tout les mêmes échelles de temps. Donc oui, travailler le stock, c'est intéressant. Donc quand on dit le stock sur les infrastructures, par exemple, j'entendais parler de l'éclairage public. Nous, sur l'éclairage public, on a essayé de le financer massivement, la rénovation de cet éclairage public, parce que la rénovation, c'est nécessaire pour faire des économies d'énergie, parce que c'est à peu près 12 € par habitant, mine de rien, les charges d'éclairage public dans les communes. Ensuite, l'éclairage public, il a été encore pendant très longtemps vieillissant. On voyait encore il n'y a pas si longtemps les sphères, vous savez, qui éclairent à 360, qui sont un vrai massacre d'un point de vue biodiversité, parce qu'en réalité, ça déstabilise complètement la faune et la flore, les insectes et les végétaux. Et en plus, ça éclaire très mal, parce que quel intérêt d'éclairer les petits oiseaux, enfin les étoiles. Voilà, donc on a mis 500 millions d'euros sur la table en 2023-2024. Les syndicats d'énergie, les communes, les intercommunalités s'en sont emparées, et ça a permis de réduire effectivement entre 50 et 75% de charges énergétiques. Mais ça a aussi permis, pour certains élus, de développer des nouvelles fonctionnalités sur cette infrastructure d'éclairage public, des solutions de sonorisation, des points d'accès à l'énergie, la possibilité de mettre de la vidéoprotection, de pouvoir mettre des capteurs pour suivre les flux. Donc en fait, c'est une infrastructure existante qui peut rapidement s'adapter. Autre exemple d'infrastructure, les réseaux de chaleur. Alors on parlait d'électrification. Oui, l'électrification elle est importante, mais je pense que toutes les solutions doivent être mises à contribution. Et donc le réseau de chaleur, c'est hyper intéressant parce que ça permet de modifier le bilan énergétique et carbone d'un bâtiment sans même rentrer à l'intérieur. C'est quand même exceptionnel. En verdissant les sources d'énergie, on est sur des choses qui sont plus efficientes. En ajoutant aussi des solutions de rafraîchissement du réseau de froid, ça permet d'adapter rapidement la ville aux enjeux de canicule, même si on sait tous que ce n'est pas une solution pérenne, parce que la solution pérenne, elle serait quand même une transformation plus importante du bâtiment avec de l'isolation, du verdissement, ces choses-là, mais ça permet quand même déjà d'apporter une solution rapide. Et la récupération de l'énergie fatale. On parlait tout à l'heure de l'industrie. Il y a encore des industries aux portes des villes qui
émettent beaucoup d'énergie qui ne sont pas récupérées. Ces énergies, on peut les valoriser. C'est ce qu'on a fait à Strasbourg sur un réseau de chaleur. On récupère l'énergie fatale d'un process industriel aux portes de la ville et on le ramène comme ça, une énergie qui est très peu coûteuse. Et donc c'est circulaire, ça a beaucoup de sens, c'est formidable. Et puis sur les bâtiments, quand on rentre à l'intérieur des bâtiments, moi, je crois beaucoup depuis très longtemps au contrat de performance énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire, le contrat de performance énergétique? Ça veut dire un maître d'ouvrage, il se tourne vers un groupement et lui dit « Trouvez-moi la solution la plus efficiente pour pouvoir réduire les consommations de mon bâtiment. Okay. Et ce n'est pas moi, maître d'ouvrage, qui vais vous dire « Faites ci, faites ça », c'est le groupement. Et donc, le groupement va faire la conception, la réalisation, l'exploitation maintenance, et donc tous les leviers nécessaires à la performance énergétique vont être activés et pas uniquement le levier de l'investissement qui certes est utile mais forcément est le plus coûteux au kilowattheure économisé. Et donc ça permet vraiment d'optimiser tout ça. On parlait du décret BACS, et bien la GTB il y a toute sa place évidemment. Le contrat de performance énergétique avec ses engagements de réduction de consommation, c'est aussi la garantie pour le maître d'ouvrage de pouvoir s'assurer qu'il répondra bien aux enjeux du décret tertiaire et qu'il le fera à un coût tout à fait performant. Et ce que j'entends, c'est qu'on responsabilise aussi l'ensemble des acteurs de la chaîne et on va les chercher pour des sujets d'innovation où ils ont une ultra compétence. Ils deviennent aussi des ambassadeurs de ces rénovations-là et de la ville de demain. Ça doit vous parler, Edouard, parce qu'on revient à ce pourquoi qu'on cherche tant. Pourquoi aller vers ce déploiement de la ville d'aujourd'hui? Allez, on vire demain du titre tout de suite, mais ça nous rappelle aussi que cette ville, elle est vivante. Donc elle doit être agile. On le voyait avec la question notamment des éclairages. Pourquoi garder des éclairages à 360 degrés pour éclairer les étoiles alors que finalement l'efficacité elle peut être mise différemment et ailleurs. Comment on prépare une ville à être résiliente, à être agile, à pouvoir justement changer, évoluer? D'abord, je me retrouve totalement dans ce que Sébastien vient d'évoquer et les exemples qui viennent d'être décrits. Si on reprend votre propos de tout à l'heure, comme vous l'avez fait Sébastien, sur le 80-20, on peut se focaliser sur les 80, je vais y venir, on peut se focaliser sur les 20, je vais y venir, on peut surtout se focaliser sur ce que le 20 permet de faire avec le 80. Un exemple, Bobigny, cœur de ville. Donc on est, pour ceux qui connaissent Bobigny, entre la préfecture et la mairie de Bobigny. Ceux qui sont allés à Bobigny avant 2020, il y avait un centre commercial dont je vous laisse apprécier le caractère vintage, pour ceux qui s'en souvenaient, qui était un centre commercial de son époque, de Dalle, voilà, qui coupait le quartier en deux, qui en plus permettait le développement d'une économie propre. On a refait ce quartier en travaillant avec la ville de Bobigny, et on l'a refait sur un existant. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut récupérer de cet existant? Récupérer en termes de réemploi de matériaux, vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut créer de commun à cet existant, en s'appuyant d'abord sur des infrastructures de transport, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on peut créer de commun en créant le réseau qui permet de mutualiser un certain nombre de fonctions et finalement de trouver le modèle économique qui va permettre de doter chacun des immeubles qui vont être ceux de ce quartier, des commerces de ce quartier, des bureaux de ce quartier, il y a un peu de culturel également dans ce quartier, des éléments. Donc, en fait, en travaillant sur le 80 et le 20 ensemble, et le truc est vraiment de le faire ensemble, on peut réussir à trouver les solutions qui permettent de réunir la promesse d'une ville électrique connectée et intelligente. Après, ça n'empêche pas de travailler sur le 80 et ça n'empêche pas de travailler sur le 20. Mon deuxième élément de réponse, c'est les infrastructures de cette ville dont on a besoin. En fait, on voit que l'apport d'infrastructures nouvelles va venir servir la ville existante. Le meilleur exemple, c'est le data center de proximité. On est sur une infrastructure dont on a besoin en termes de besoins des entreprises, de besoins d'hébergement de données. Donc vous avez beaucoup d'acteurs, vous les connaissez tous, vous les rencontrez dans vos rendez-vous professionnels qui ont besoin de ces data centers. Implanter un data center en ville aujourd'hui, moi j'ai travaillé 12 ans dans les aéroports, je ne dis pas que c'est aussi difficile que d'implanter un aéroport à proximité d'une ville, mais enfin on est quand même sur des enjeux d'acceptabilité qui commencent à gagner en sensibilité, légitimement. Légitimement parce qu'un data center de proximité, ça fige un foncier, parce que ça crée des fantasmes sur du bruit, de la chaleur, ça crée des fantasmes sur le fait que le data center ne sera pas beau, etc. En fait, on crée les data centers qu'on crée aujourd'hui, on en a un Vélizy qui est en train de sortir juste à côté d'ici. En fait, il est branché sur un réseau de chaleur, il mutualise ses fonctions avec les autres immeubles qui sont à côté.
il crée de l'emploi et on n'est pas obligé de le faire moche, on peut quand même faire des jolis data centers. Bon. Accessoirement, ça crée des ressources fiscales et ça fait monter en qualification sur l'emploi qui est créé à cet endroit-là. En ajoutant l'infrastructure dont la ville de demain a besoin, en l'ajoutant au sein de la ville d'aujourd'hui et en travaillant ces interconnexions avec la ville d'aujourd'hui, on peut accompagner l'évolution de cette ville dès lors qu'on a été attentif à son modèle économique, au rapport avec les citoyens, l'enjeu d'acceptabilité, on pourra revenir dessus, et puis évidemment qu'on aura été attentif sur son empreinte environnementale. Ce que vient de dire Édouard Caroline, là aussi c'est important. Je reprends l'exemple des data centers par exemple. Pas d'infrastructure, pas de data, pas d'IA. Donc on se dit aussi que cette ville-là, c'est celle qui va être intelligente des technologies qu'elle sait employer et qu'elle sait rendre finalement très simple d'utilisation et d'incarnation pour ses citoyens. Mais on le disait aussi, la ville, c'est celle qui est riche de ses données. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer des villes où les technologies sont interopérables? Parce que la vraie question entre vous tous, et je pense que c'est peut-être là où on va chercher les 20% qui nous manquent dans les 80% d'existants encore, c'est comment est-ce qu'on interopère l'ensemble de ces technologies dont on a besoin pour faire émerger cette ville? Tout à fait. Le premier point, c'est la donnée, mais quelle donnée? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, tiens, on veut beaucoup de données, on veut mettre beaucoup de capteurs. Là où on veut se centraliser, c'est quelle est la donnée qui est importante et qui peut être actionnée à bon escient et pour le bon usage. C'est vraiment sur ce point-là qu'on travaille. Ensuite, la partie IA va nous permettre de la manager, cette donnée. On va avoir la capacité aujourd'hui, si on est dans certains bâtiments, si on a une alerte en fait, de défaillance, on va avoir en fait, une alerte plutôt en mode prédictif que d'aller sur une maintenance réactive. Et ça, c'est un moyen qui n'est pas négligeable. Et oui, l'interopérabilité va être aujourd'hui, elle est souvent sous-estimée. On veut mettre, chaque acteur veut mettre des moyens, veut mettre en fait du matériel, veut mettre des softwares. Et aujourd'hui, c'est important d'avoir un socle là-dessus. Chez Siemens, nous avons une plateforme Building X qui permet en fait, qui est un protocole ouvert, qui permet de connecter et d'intégrer multifabricants. Aussi bien l'éclairage, la partie chauffage, la partie, tout à l'heure on avait cité aussi la climatisation. Et là, ça va être important en fait de pouvoir la travailler dans ce sens-là. Et de se dire comment je peux la manager et comment je peux l'intégrer. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple, notre plateforme, on peut l'assimiler à votre smartphone. On a des applications aujourd'hui. On prend aujourd'hui dans la salle, je suis sûr qu'il n'y a aucun iPhone qui a les mêmes applications. Et c'est pareil pour en fait un courant de bâtiment. Chacun a un contrôle d'accès assez différent. Il y a un chauffage différent, il y a une climatisation différente. Donc là, c'est comment on la manage. Et pour moi, l'idéal aujourd'hui de cette partie de protocole ouvert et d'accompagnement, c'est qu'elle soit invisible. Qui ne rêve pas aujourd'hui de rentrer dans un bureau? La luminosité, elle est parfaite parce qu'on prend en compte en fait cette partie d'éclairage naturel. La partie aussi la météo qui fait qu'on aura la bonne température au bon moment. Quand du coup il y a un taux d'occupation qui est faible, et là on est en capacité aussi d'éteindre les pièces. Rappelez-vous quand on prend le périph' parisien, il y a quelques années, tous les bâtiments qui étaient éclairés. J'apprécie fortement aujourd'hui cette noirceur. Et justement, on parlait d'étoiles tout à l'heure, de vraiment les revoir. Donc ça, c'est un point important. Et autre chose, au-delà de les connecter, c'est tout à l'heure, je l'ai dit, c'est la partie managée. On prend l'exemple des bornes de recharge. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui rentrent dans cette partie d'électrification. Maintenant, je ne veux pas, aujourd'hui, si je mets 50 bornes de recharge dans mon bâtiment, je ne veux pas être pénalisé l'été avec ma climatisation ou l'hiver avec mon chauffage. Donc c'est là qu'on va avoir cette intelligence de pouvoir en fait manager l'énergie là où elle est nécessaire. Et ça, c'est un point clé. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui dans cette partie de protocole et d'avancement, c'est lier la personne au système, mais le plus invisible possible. Est-ce que c'est, là aussi, on entend bien cette proposition de Building X, notamment sur l'intégration des chargeurs pour les véhicules électrifiés. J'ai bien entendu cette différence, en effet, entre les hybrides et les full électriques. Je vais interroger Ludovic et Grégoire, évidemment, sur cette question, parce que Grégoire, pour parfois savoir se doter de savoir-faire qu'on n'a pas forcément en externe, on fait des acquisitions. Et pour Axel, l'acquisition en matière de chargeurs électriques, ça a été Freshmile. Là aussi, vous vous dites que c'était
la bonne solution au bon moment, au bon endroit, parce qu'on a besoin de les rendre, on le disait avec Ludovic tout à l'heure, le plus, là aussi, simple d'utilisation possible. Il y a énormément d'opérateurs, mais comment faire pour être l'opérateur qui est présent au bon endroit au bon moment ? Alors en effet, effectivement, on a acquis la société Freshmile il y a maintenant plus de 3 ans, qui est un opérateur de borne de recharge. Pour reprendre le propos de Caroline, je suis complètement d'accord sur le fait qu'une borne de recharge électrique aujourd'hui, si elle n'est pas opérée, pas qu'elle sert à rien, mais à part l'usage du garage et ma voiture à moi personnelle, où je viens la mettre sur une grosse prise de courant pour la recharger pendant la nuit, c'est extrêmement limitatif comme usage. Aujourd'hui, effectivement, un véhicule électrique, on va avoir besoin de décider quand est-ce qu'on le recharge. Et donc, il faut que la borne sur laquelle elle se charge, elle soit opérée pour pouvoir justement décider de quand est-ce qu'elle est active et quand est-ce qu'on la coupe. Et ça, c'est donc effectivement tout le métier qu'on a avec Freshmile. 2 exemples que je peux illustrer par rapport à ça. Le premier sujet, c'est, et Ludovic en parlait un tout petit peu, on a un enjeu en France d'électrification des flottes, et puis il y a quand même un bout de la flotte en France qui n'est pas négligeable, qui est une flotte professionnelle. Soit celle que, en tant qu'entrepreneur, j'ai pour le service de mes collaborateurs, soit les véhicules de fonction qui existent aussi pour un certain nombre en France. On n'est pas sans savoir que la fiscalité sur les véhicules de fonction non électrifiés a violemment augmenté depuis le début de l'année. C'est 60% d'augmentation de charges pour l'employeur et pour l'employé. Bienvenue à tout le monde. Et donc là-dessus, nécessité d'électrifier. Mais c'est pas tout de dire je vais électrifier la voiture de service ou la voiture de fonction de mon entreprise. Quand mon collaborateur va se recharger chez lui, qui prend en charge la charge électrique de son véhicule? Quand il avait un véhicule thermique, je lui donnais une carte essence, il allait à la borne, à la pompe, et puis il faisait son plein et c'était tranquille. Quand il est chez lui et qu'il se charge sur son courant, comment je m'assure que ce courant-là est pris en charge par l'entreprise? Alors en l'occurrence, si vous n'avez pas un opérateur pour vous accompagner dans ce sens-là, vous ne savez pas le faire. Donc le rôle de l'opérateur sur la borne de recharge, il est essentiel. Freshmile en fait partie. Je ne vais pas vous mentir, je considère que c'est le meilleur. Et donc fatalement, là, il y a un gros enjeu. Mais il y a un autre enjeu aussi, c'est pas uniquement les flottes professionnelles qui sont concernées, c'est aussi l'usage personnel. Ouais. Vous avez une résidence individuelle, vous rentrez chez vous, et effectivement, c'est ce que Caroline évoquait, je ne vais pas vouloir que ma borne de recharge soit active en permanence pour tirer du courant sur le réseau, pour augmenter ma facture d'électricité, et puis au final, potentiellement même mettre en risque mon tableau électrique, puisqu'il va surchauffer. Donc là, en l'occurrence, vous avez des enjeux de pilotage qu'on ramène aussi au niveau de la maison, et c'est tous les systèmes de management de l'énergie aussi au niveau du résidentiel qui sont en train d'être mis en place pour s'assurer qu'à un moment donné, je vais pouvoir expliquer que non, si je suis à une certaine heure, si j'ai des panneaux photovoltaïques sur mon toit, si je commence à produire une certaine quantité d'énergie au niveau de mon installation photovoltaïque, c'est là que je vais activer ma charge et c'est là que je vais activer ma charge électrique pour pouvoir m'assurer, encore une fois, que je ne suis pas en train de surconsommer, de surdépenser, de tirer sur un réseau électrique qui est déjà sursaturé, qui devient de plus en plus onéreux, etc. etc. Donc on voit bien qu'effectivement, l'électrification de la mobilité, c'est un vrai mouvement de fond. Mais si on n'y associe pas l'opération et si on n'y associe pas le pilotage, ça va être un petit peu un sujet pénalisé quelque part. Donc on voit bien effectivement la nécessité d'associer tous ces sujets-là. Et c'est là qu'on devient intelligent et connecté. Bravo. Je ne l'aurais pas mieux résumé. Il y a quand même toujours cette question, malgré tout, du maillage de ces bornes, notamment en milieu urbain, mais pas que. On peut prendre l'exemple d'autres pays membres de l'Union européenne où on va avoir une multitude d'opérateurs sur ces systèmes de charge électrique. Est-ce qu'on peut réussir à y voir plus clair ? Avec plaisir. Je vais juste rebondir quand même sur l'intervention et dire qu'effectivement, le passage des flottes professionnelles à l'électrique, il est doublement indispensable. Premièrement, parce que finalement, les entreprises ont les moyens d'être vertueux et d'aller vers ce type de mobilité. Et aussi, c'est parce que les entreprises vont en fait générer les véhicules d'occasion de demain. Et 6 Français sur 7 achètent son véhicule d'occasion. Donc en fait, on a besoin que la pompe soit amorcée par les entreprises en achetant les véhicules neufs. Donc ça, c'est le marché d'occasion de demain, c'est ce qu'on comprend encore une fois. Le véhicule professionnel aujourd'hui, c'est le marché de l'occasion de demain. Exactement. Donc c'est vraiment un segment essentiel. Mais revenons-en au maillage, bien entendu, c'est également essentiel.
Donc le maillage, aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 2,5 millions de bornes de recharge en France. Pour les 2,4 millions de véhicules électrifiés. Exactement. C'est pas mal. C'est même plus. Je vais détailler un petit peu parce qu'il y a quand même des sous-segments, mais donc 2,5 millions de bornes de recharge. Il y a 5 ans, il y en avait 500 000. Donc vous voyez un petit peu l'ampleur de la dynamique en jeu et les volumes de progression. Néanmoins, donc ces 2,5 millions de bornes de recharge, elles se répartissent environ en 3 sous-segments. Donc le premier sous-segment, ce sont les bornes en entreprise et en logement individuel. C'est la grande majorité de ces bornes, environ 2,3 millions. Là, grosso modo, les solutions sont éprouvées, les coûts sont maîtrisés, l'offre est en place et c'est un segment qui va continuer à croître de manière assez symétrique au volume de véhicules qui sont vendus. Voilà, donc ça vous donne un petit peu des perspectives sur ce segment-là. Il n'y a pas d'accompagnement financier spécifique, si ce n'est que si vous êtes particulier, vous avez droit à un crédit d'impôt de 500 € pour installer une borne dans votre pavillon. Deuxième sous-segment, c'est celui du logement collectif, dont on a un peu parlé aujourd'hui. Dans le logement collectif, aujourd'hui, on dénombre environ 30 000 bornes de recharge. Donc vous voyez bien que là, pour le coup, il y a un vrai effort à fournir pour augmenter ce maillage, et notamment parce que à peu près un Français sur 2 vit en logement collectif. Et aujourd'hui, cette population, elle se sent un petit peu exclue de l'électrification parce qu'elle a le sentiment que c'est compliqué en copropriété et que c'est compliqué en logement collectif. Alors, malheureusement, nous, ce qu'on dénonce, c'est que c'est une idée reçue. En fait, vous avez maintenant de nombreuses solutions qui permettent d'équiper le logement collectif. Vous avez l'aide à devenir qui permet de couvrir environ 50% des coûts. Et vous avez même des offres de tiers financement, dont notamment une filiale de la Caisse des dépôts qui s'appelle Logivolt, qui vient financer et qui permet des opérations avec reste à charge nul. Néanmoins, sur ce segment-là encore, il faut faire de la pédagogie auprès des syndics, des bailleurs, des acteurs qui sont là pour équiper. Parce qu'en fait, donc, avant d'obtenir votre borne, il est quand même très fortement recommandé que le bâtiment se dote d'une infrastructure collective. Et ça passe par des décisions d'AG, ça passe par des grands programmes pour les bailleurs. Et c'est encore quelque chose qui reste à faire. Aujourd'hui, on estime qu'environ sur la copropriété, c'est 15% des copropriétés qui ont validé un projet d'installation d'une telle infrastructure. Donc là, c'est pareil, il y a encore 85% des copropriétés à équiper. Et c'est essentiel parce que ces gens-là, aujourd'hui, se sentent exclus de la mobilité électrique. Donc ça, c'était le deuxième sous-segment sur lequel le programme Advenir est très actif, notamment via le financement, puisque nous finançons environ 50% des infrastructures. Et le troisième segment, qui est celui qui est le plus connu et qui est tout aussi indispensable, c'est le maillage en borne ouverte à tout public. Ouais. Donc aujourd'hui, quand on n'a pas soi-même fait l'expérience, on peut s'imaginer que le réseau, que le territoire n'est pas bien maillé, mais voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle application, Freshmile et les concurrents, peu importe. Vous allez voir qu'en fait, en France, il y a 170 000 bornes de recharge qui sont présentes sur le territoire. Vous en avez absolument partout. Voilà, moi, je passe une partie de mes vacances dans le Puy-de-Dôme, à 1300 mètres d'altitude. Il y a des bornes dans le bled d'à côté de chez moi. Enfin voilà, il y en a partout. Aujourd'hui, il y en a partout. Et fin 2022, on a même franchi un cap symbolique qui est que 100% des aires d'autoroute sont aujourd'hui équipées de bornes de recharge qui vous permettent de vous recharger en 15 à 30 minutes. Donc la longue distance, il n'y a même plus besoin de la planifier. Vous prenez l'autoroute. Quand vous êtes en dessous de 20%, vous vous arrêtez, vous vous rechargez en 30 minutes, vous prenez un café et vous repartez. Donc aujourd'hui, ce maillage de 170 000 bornes, il est relativement compatible avec le parc actuel. Néanmoins, l'enjeu sera de le faire progresser de manière symétrique avec la progression des véhicules en circulation.
Et de Donc- faire, on l'entend bien, que ces soustractions deviennent des additions et qu'on puisse additionner justement les progrès ensemble entre les 80-20%, les 15 et 85 C'est ça. encore. Et donc à sur le franchir. maillage, les pouvoirs publics, l'AVER France et tous les acteurs de l'écosystème y travaillent fortement. Et donc d'ici 2030, il y a déjà un objectif gouvernemental qui est d'atteindre 400 000 points de charge pour justement accompagner les nouveaux usages. Donc moi je pense que, voilà, je vous ai décrit les différents segments du maillage. Pour les installateurs, il y a des perspectives évidentes derrière tout ça et qu'ils ont évidemment un rôle à jouer pour aider à accompagner cette densification du maillage qui est nécessaire en même temps que la croissance du parc. Et je vois les sourires de vos copanélistes autour justement de cette table en se disant que cette perspective évidemment de maillage, elle ne peut pas se faire sans eux et sans elles. Dans un instant, on aura la possibilité d'ouvrir cette discussion à vos questions, à vos réactions. N'hésitez pas, je me retournerai à fréquence régulière, à lever la main pour qu'un micro puisse vous être apporté. J'ai une dernière question pour Sébastien quand même, parce que ce dont on vient de se parler là, oui c'est de l'électrification, oui c'est de la tech, oui c'est de la connexion, mais on parlait de maître d'œuvre avec vous tout à l'heure. Qui peut être le meilleur maître d'œuvre de ces progrès et pour encore une fois aller chercher ces 20% qui nous manquent sur cette ville de demain? C'est qui? C'est l'État, c'est la Caisse des dépôts via la Banque des territoires, ce sont l'ensemble des panélistes qui sont avec nous. Tout le monde peut être ce maître d'œuvre aujourd'hui? Alors, c'est amusant que vous posiez la question dans ce sens, parce qu'effectivement, je suis un ancien maître d'œuvre. Et en fait, il n'y a pas un maître d'œuvre. En fait, c'est une équipe, la maîtrise d'œuvre, avec des spécialistes de chacun des lots. Voilà. Et donc, quelque part, ça résume bien la position. Et ce qui est important quand on est un maître d'œuvre et qu'on s'adresse à un maître d'ouvrage, c'est d'avoir un discours qui soit cohérent. Et que chacun des acteurs qui s'adressent à lui renvoie à peu près les mêmes informations et que ça lui permette, du coup, de prendre une décision en se projetant sur le long terme. Ça, c'est important parce que sinon, et c'est ce qu'on observe quand même beaucoup en ce moment, il y a de l'inaction. On attend, on reporte la décision. Et ce coup de l'inaction, il est très important. Et je dirais même que c'est notre principal ennemi, en réalité, ce coup d'inaction. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette logique-là? C'est je pense, s'assurer que scientifiquement et techniquement, le discours est bien le même pour tout le monde. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle et donc on compte sur vous tous. 2, c'est aussi être en capacité d'avoir une forme de décentralisation de ces décisions. Je pense que maintenant, on le voit, les sujets de transition écologique et de cohésion sociale, ça marche à partir du moment où on laisse la main au local. Alors, nous, on essaye de donner l'exemple. Nos directions régionales sont très autonomes sur un certain nombre de décisions et ça marche très bien comme ça parce que du coup, ils s'engagent auprès des élus et des entreprises du territoire. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut être poussé encore plus loin. Et nous, modestement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire de l'innovation financière pour s'adapter aux besoins de ces nouveaux projets et pour que les sujets financiers ne soient pas une contrainte qui pèse et qui retarde, mais au contraire quelque chose qui rende possible. Alors, on n'est pas magicien non plus, donc il y a quand même des contraintes sur lesquelles on va buter, mais en tout cas, on arrive à adapter notre offre. On le fait de plus en plus. Je parlais de link tracking, on le fait sur les contrats de performance énergétique. Mes collègues le font sur plein d'autres sujets. Et ça, c'est une force. Mais pour arriver à ça, il faut qu'on soit justement en lien avec cet écosystème pour bien le comprendre et tous collectivement se comprendre dans nos problématiques. Le dialogue encore et toujours. Le dialogue, justement, on l'ouvre avec vous, messieurs, dames. Si vous avez une question ou une réaction pour un ou l'autre ou l'ensemble de nos panélistes, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous équiper d'un micro. Pas tous ensemble. Ah, on a une question, bravo. On arrive jusqu'à vous avec ce micro pour qu'on puisse toutes et tous vous entendre. Merci beaucoup. Bonjour à vous. N'hésitez pas à vous lever comme ça, on va vraiment... Bonjour à vous, moi je suis élève en BTS électrotechnique à Charles de Coulon. Moi j'ai juste une question à vous poser. Vous parlez beaucoup des métropoles, des villes, tout ça qui... Alors nous, pour l'innovation, on est ok d'accord pour tout ça, mais qu'est-ce que vous en pensez des villes qui sont un petit peu enclavées, qui sont en dehors de tout ça? Je pense qu'aujourd'hui c'est une question aussi à se poser. Vous avez parlé de l'électrique, des Renault 5, tout ça, mais aujourd'hui on voit les prix, c'est quand même assez cher. Alors est-ce qu'une famille qui a beaucoup d'enfants, c'est possible pour elle? Je ne sais pas. Donc voilà, moi je voudrais qu'on parle un peu de ça.
Merci beaucoup. Question sur le désenclavement de certains territoires et surtout sur l'accessibilité financière, sur le coût de tous ces équipements, y compris voitures électrifiées. Qui veut démarrer sur cette réponse ? Oui, Alors, allez, Caroline. Il y a un point, et merci pour la question. L'item, c'est oui, c'est un coût, mais en fait, nous, quand on parle en fait de nos propositions de valeur au terme de pour gagner des gains d'énergie, c'est plutôt un investissement. Donc j'entends très bien la question du coût, mais c'est de se dire aujourd'hui, si on arrive à mieux manager notre énergie, on va pouvoir en fait économiser sur certains usages. Et c'est plus dans ce cadre-là qu'on se dit aujourd'hui, c'est plus un investissement sur lequel nous, on accompagne aussi nos clients et avec Rexel aussi sur quel est le ROI et qu'on regarde ensemble. Tout à l'heure, on a parlé d'un gain de 1 400 € pour le particulier. Bah, c'est exactement pareil, même en commune, plus loin que des agglomérations. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on veut le réfléchir. Et c'est comme ça que, en tout cas, les équipes de Siemens aussi accompagnent tous les acteurs du marché sur ce thème-là. Mais le coût d'entrée pour aller vers cet investissement et ces perspectives Voilà. qui sont lissées, il est abordable ? Alors, donc en complément de cette première partie de réponse, effectivement, voir finalement le passage à l'électrique plus comme un investissement qui va permettre des économies derrière. Hein. Donc on disait pour un Français moyen environ 1 400 € par an. Sur 10 ans, ça fait 14 000 €. Voilà, c'est quand même à mettre en perspective. Néanmoins, c'est pas forcément évident pour tout le monde de sortir cette somme initiale nécessaire pour acquérir le véhicule. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est la récente initiative de leasing social, donc qui a remporté un très grand succès dans sa première version, où en l'espace de quelques semaines, l'ensemble des quotas avait été consommé. Là, l'enveloppe vient d'être lancée fin septembre. Alors, j'ai pas encore eu la confirmation, mais tout porte à croire pour qu'elle ait déjà été consommée. Et là, il est possible pour les populations modestes d'accéder à un véhicule électrique pour environ 150 € par mois, voire un peu moins. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que on a des retours d'expérience de personnes, on va dire, en situation de revenus modestes, qui parcourent un kilométrage tous les jours pour se rendre à leur travail assez conséquent et qui se retrouvent à faire des économies de carburant supérieures aux dépenses générées par ce leasing social sur le mois. Donc vous avez des personnes pour lesquelles en fait ça a été une vraie aubaine de passer à l'électrique via le leasing social. À la fois ils ont accès à un véhicule neuf et attractif, qui n'aurait pas pu probablement se permettre dans d'autres configurations. Et économiquement, c'est presque un gain pour ces personnes-là. Donc on voit que si les modèles économiques sont pensés pour adresser les populations visées, on peut aussi les amener à passer le cap et également à faire de cette opération une opération vertueuse économiquement. Alors ça, c'est le bon exemple, en l'occurrence, pour la filière automobile. Mais je peux vous donner un contre-exemple, en l'occurrence, qui parfois est source d'instabilité et d'incompréhension pour celles et ceux qui voudraient aller vers cette électrification, vers cette rénovation et cette performance énergétique. Quand MaPrimeRénov' change à fréquence régulière de règles du jeu ou est stoppée, puis relancée, puis arrêtée, la lisibilité, elle est complexe quand même, Grégoire. Alors merci, parce que je voulais justement aussi ajouter à cette notion de coût et d'accessibilité la notion du chauffage. Aujourd'hui, dans un foyer, 70 à 80% du coût énergétique, c'est le chauffage. Donc la mobilité est un élément essentiel. Quand on reste chez soi et quand on est dans une ville de taille moyenne, dans une petite ville, on a aussi ce sujet-là qui est prégnant. Et là, je voudrais effectivement profiter pour tuer l'image d'Épinal sur la pompe à chaleur, qui est un truc qui coûte une fortune, qui n'est plus subventionné. Avec MaPrimeRénov', ça vient, ça part. Une pompe à chaleur sur un remplacement d'une chaudière à fioul vers une pompe à chaleur, c'est 70% d'économie d'énergie. 70% d'économie d'énergie. Voilà, ça c'est clair, net et précis, c'est confirmé par tout le monde. Le fuel, c'est une valeur qui va augmenter. Le gaz, c'est une valeur qui va augmenter. Vous avez récemment eu en plus une modification qui a été votée sur le coefficient primaire d'énergie, qui est un magnifique coefficient qui va nous permettre en fait de valoriser le prix de l'électricité moins cher que le prix du gaz. Donc les augmentations de coûts d'énergie qui vont arriver au 1er janvier, elles arrivent tous les ans à la même date, vont
augmenter peut-être le coût de l'énergie, c'était bien fait, mais vont encore plus augmenter le coût du gaz. Donc l'écart entre le coût du gaz, le coût du fuel et le coût de l'électricité va diminuer. Donc le retour sur investissement de la pompe à chaleur va encore augmenter. Et MaPrimeRénov', oui, ça fait partie de ces réglementations et de ces subventions que j'évoquais tout à l'heure qui changent plus souvent que des premiers ministres, presque. C'est temps encore. Et pour autant, elles existent encore, ces subventions, et MaPrimeRénov' existe encore. Et c'est tout le travail que l'on mène chez Rexel de pouvoir continuer à collecter ces subventions pour nos clients, avec nos clients installateurs, pour leur faire en bénéficier. Et avec des solutions où nous prenons à charge la récupération de la subvention pour ne facturer que le reste à charge avec l'installateur auprès de l'usager. Donc il y a tout un tas de choses qui existent, qui sont très simples à mettre en place, avec des acteurs locaux, un installateur, un particulier, le bon distributeur, pour pouvoir mettre en place ce système-là et avoir sur une pompe à chaleur des retours sur investissement qui vont de maintenant 2 à 3 ans. Donc finalement, je peux rapidement avoir le bénéfice de mes économies d'énergie sans avoir à attendre 10 ans au niveau de mon foyer pour vraiment en bénéficier pleinement. Il y a quand même la question des territoires à laquelle on n'a pas tout à fait répondu. On arrive à la fin de cette heure de discussion et de débat avec vous toutes et tous. Est-ce qu'il y a encore une question ? On a quand même eu une question. Allez, on va prendre la première ici et on va voir déjà à quel point vous pouvez avoir une réponse. Bonjour, je m'appelle Gabin Fontaine, je suis élève au lycée Charles Coulon à Angoulême, donc c'était mon camarade de classe. Moi, je vais vous poser une question par rapport à l'écologie et la production d'électricité. Aujourd'hui, donc, on sait qu'on doit faire un peu de restrictions au niveau de l'électricité parce qu'on nous demande de restreindre en hiver parce qu'on ne peut pas produire assez. Donc, quelle est votre idée pour produire cette électricité, sachant qu'aujourd'hui, si on veut une énergie verte, elle n'est pas totalement verte, parce que si elle vend par exemple des panneaux solaires, une partie vient de Chine, et il faudrait 30 ans d'utilisation pour le panneau solaire chinois pour qu'il soit équilibré niveau CO2. Donc, est-ce que pour vous, ça serait le nucléaire ? Est-ce que ça serait autre chose ? Donc, je ne vais pas aller plus loin dans ma question, parce qu'on n'a pas de temps. Mais voilà. Ouais, donc, question mix énergétique et conscience environnementale. Absolument. Donc oui, une centrale nucléaire, c'est 30 à 40 ans de mise en service. Donc là, aujourd'hui, entre la nécessité, l'urgence de nécessité de capacité d'électricité supplémentaire et cette durée de mise en service, malheureusement, on n'a pas trop d'autres solutions. Et oui, le photovoltaïque en est une quand même. Alors, récemment, on a eu une nouvelle réglementation, encore une, qui est tombée et qui favorise la fiscalité sur les panneaux photovoltaïques à partir du moment où ils ont un bilan carbone restreint. Et donc là encore, aujourd'hui, on peut avoir des panneaux photovoltaïques qui, à partir du moment où ils ont une supra-performance environnementale, ont une fiscalité allégée avec une TVA à 5,5. Aujourd'hui en France, on a un producteur français de panneaux photovoltaïques qui est la société Voltec, qui est un des partenaires de Rexel, et qui est en Alsace, et qui est le seul en France aujourd'hui à produire ces panneaux surperformants. Malheureusement, il n'a que 500 MW de capacité de production annuelle, c'est largement pas suffisant pour équiper le marché français. Donc on travaille aussi avec et à l'import, y compris avec les fabricants chinois, à garantir la surperformance carbone de ces panneaux. Mais effectivement, aujourd'hui, pour apporter une électricité décarbonée rapidement, qui peut être rapidement mise en service et à un moindre coût, le photovoltaïque reste quand même une solution à privilégier. Donc on est sur une question de moins carboné possible et pas de totalement décarboné en réalité. C'est ce qu'il faut entendre aussi. Oui. Et puis alors par contre, on parlait de Gigafactory sur les batteries, on a des vrais sujets aussi de Gigafactory avec des projets comme Carbone, comme Heliosolis en France. Ouais. Et donc on parle aussi quand même de capacité de souveraineté industrielle pour réindustrialiser le photovoltaïque en France également, ou en Europe. On prend une dernière question avec vous, monsieur. Bonjour, Nicolas Savignac, je suis installateur. Demain, on arrive justement à mettre des batteries, mettre des panneaux. Comment on recycle tout ça ? Excellente question. Alors, j'enchaîne toujours sur le photovoltaïque. Donc aujourd'hui en France, vous avez un éco-organisme qui s'appelle Soren, qui a la responsabilité de la collecte et du recyclage des panneaux photovoltaïques. Donc vous avez déjà l'environnement en France d'éco-organismes qui a été mis en place.
alors qui ne recycle pas l'énorme majorité des panneaux, j'entends bien, mais on va contribuer, on fait partie tous de filières professionnelles, de filières interprofessionnelles, et donc c'est aussi notre rôle que de jouer auprès des institutionnels pour pouvoir augmenter cette part de recyclabilité au niveau aussi des panneaux solaires. C'est un vrai sujet parce qu'il y a quand même du silicium à l'intérieur qui n'est pas forcément un des composants les plus faciles à recycler. Ludovic. Oui, alors sur le sujet recyclabilité, il y a une question qui revient souvent un peu sur la voiture électrique, c'est le sujet de la batterie. La batterie qui est vue souvent comme un objet extrêmement polluant, etc. etc. En fait, aujourd'hui, les industriels sont en capacité de recycler les batteries à hauteur de 95% des matériaux qui la composent. L'Union européenne impose déjà aux constructeurs de recycler 65% des matériaux qui sont dans les batteries. Donc évidemment, les batteries, pour les produire, il faut des matériaux qui viennent de différentes parties du monde. Néanmoins, plus on aura de batteries en France, plus on aura la capacité de les recycler et finalement de reproduire de manière souveraine des nouvelles batteries qui pourront être mises en circulation. Néanmoins, il est vrai que cette filière, elle est encore au tout début de son développement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les retours d'expérience sur l'utilisation des batteries montrent qu'une batterie tient mieux que ce qu'on pensait. Et donc, une batterie, elle arrive en fin de vie plutôt entre 15 à 25 ans d'utilisation. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas encore des volumes suffisants de batteries au rebut pour justifier des investissements dans la création de grandes usines de recyclage. Néanmoins, de nombreux industriels se positionnent sur ce sujet et notamment, nous avons été visiter un site pilote de la société Suez Environnement et Eramet, principal industriel de l'extraction minière en France, à Trappes, qui travaillent déjà sur des procédés industriels qui permettront demain de recycler ces batteries et encore une fois d'augmenter notre souveraineté par rapport aux importations de matériaux de l'étranger. Et si je peux rapidement rebondir, vous avez un autre élément sur la batterie qui est le réusage. Et on a de plus en plus de partenaires industriels qui, au niveau du stockage, vont récupérer en fait les batteries des véhicules automobiles restitués. Et la batterie, effectivement, ayant une durée de vie beaucoup plus longue que ce qu'on pense, elle va être utilisée dans une armoire de stockage d'énergie. Et l'énergie que vous allez produire, notamment issue des panneaux photovoltaïques, vous allez pouvoir la stocker dans des packs de batteries qui sont des anciennes batteries des véhicules électriques. Donc au-delà du recyclage, il y a aussi le sujet de la réutilisation et du réusage qui vient aider à rendre la filière plus vertueuse. Est-ce que quelqu'un souhaite encore répondre à ces questions ? Non. Merci infiniment pour vos questions, pour votre attention. Merci pour vos réponses. Allez, vous avez été ici pendant 67 minutes. Merci encore une fois pour toutes vos perspectives. Je pense qu'on peut les applaudir.